Électrochoc, le podcast des électrons libres. Kessel, un siècle avant la flottille. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un voyage qui a eu lieu il y a près d'un siècle, mais qui éclaire d'une lumière crue, presque brutale, les tensions que nous connaissons encore. Un voyage en Palestine, en 1926. L'écrivain et grand reporter Joseph Kessel embarque à Marseille. Mais il n'est pas seul. Il est accompagné d'une figure qui deviendra historique, Chaim Weizmann, le futur premier président de l'État d'Israël. Deux mondes se rencontrent. Kessel, l'aventurier, l'agnostique, presque indifférent aux grandes causes collectives, et Weizmann, animé par une ferveur, une conviction inébranlable. Kessel n'est pas là pour militer, il est là pour voir, pour raconter, comme disait Peggy, tristement la vérité triste. Et cette vérité, il la trouve dès son arrivée. La terre qu'il découvre est âpre, brûlée par le soleil. Une terre où la malaria décime, où l'eau elle-même semble hostile. On est face à la réalité brute d'un territoire sous mandat britannique, un territoire qui se remet à peine de l'effondrement de l'Empire ottoman. À cette époque, on compte environ 600 000 Arabes et un peu plus de 150 000 Juifs. Beaucoup de ces derniers sont des immigrants fuyant les pogroms en Russie, en Pologne. Ils rejoignent des communautés juives présentes depuis des siècles, mais ils amènent avec eux une idée nouvelle, théorisée par Théodore Herzl, le sionisme, la création d'un foyer national pour échapper aux persécutions. Kessel, fidèle à lui-même, ne s'intéresse pas tant à la grande politique qu'aux êtres humains. Et ce qu'il découvre, c'est une mosaïque de rêves, de projets presque utopiques. Il y a autant de sionisme que d'individus. Il décrit ces jeunes idéalistes socialistes dans la vallée de Jezreel. Des jeunes gens issus de la bourgeoisie européenne qui sacrifient tout pour travailler la terre. Ils ne posent pas pour la postérité, ils ne se racontent pas d'histoire. Ils suent, ils creusent, ils transforment des marécages en terres fertiles, de l'aube au crépuscule. Un sacrifice total pour un idéal collectif. Et à côté de ça, un monde complètement différent. À Bnei Brak, il rencontre des communautés hassidim, ultra-orthodoxes, qui construisent des temples avant même d'avoir un toit solide ou un repas assuré. Une foi qui défie la logique matérielle, la chaleur écrasante, la précarité. D'ailleurs, Bnei Brak reste aujourd'hui l'un des quartiers les plus pauvres et les plus religieux d'Israël. C'est cette opposition qui est fascinante. D'un côté, le charme des cités arabes anciennes, patinées par les siècles. De l'autre, une ville qui sort littéralement du sable, Tel Aviv. Une ville née d'une nécessité, d'un besoin de sécurité et de modernité. Kessel résume ce dilemme du progrès. Que vaut le confort d'une tradition ancestrale face à la misère, la maladie, le joug d'un système féodal? Et au milieu de toutes ces aspirations si différentes, un seul ciment. La langue. Kessel écrit une phrase terrible de vérité. Un peuple peut exister sans gouvernement, et même sans terre. Mais s'il ne possède pas de langue qui lui soit propre, c'est un peuple mort. En Palestine, c'est la résurrection de l'hébreu, une langue morte, qui va forger une nation. Mais cette effervescence, ce développement, percute de plein fouet une société palestinienne figée, dominée par les effendis, de grands propriétaires terriens. Ces derniers exploitent les fellahs des paysans misérables. Et quand les immigrants juifs arrivent, ces effendis y voient d'abord une aubaine. Ils leur vendent des terres à prix d'or sans se soucier des paysans qui y travaillaient et qui perdent leur seul moyen de subsistance. C'est une première source de friction purement économique et sociale. Mais une autre dynamique, plus dangereuse, se met en place. Les fellahs, en travaillant pour les nouveaux arrivants, découvrent des salaires bien plus élevés, des conditions de travail différentes, des notions de liberté, d'égalité, des notions qui étaient totalement étrangères à leurs conditions de quasi-servage. Et là, les effendis sentent le vent tourner. Ils voient leur pouvoir ancestral menacé. Alors, ils changent de stratégie. Ils utilisent l'arme la plus vieille du monde, la peur. Ils persuadent leurs anciens vassaux que les Juifs sont venus pour tout leur prendre, qu'il faut les chasser avant qu'il ne soit trop tard. La propagande fonctionne, la tension monte jusqu'à l'explosion. En avril 1920, à Jérusalem, des discours enflammés appellent à donner son sang pour la cause. Les premières émeutes de grande ampleur éclatent.
C'est un tournant tragique, le début d'un cycle de violence qui, d'une certaine manière, n'a jamais cessé. C'est suite à ces événements que les Juifs créent leur propre milice d'autodéfense, la Haganah, l'ancêtre de Tsahal. C'est un constat sombre. Et pourtant, Kessel, quelques années après ces violences, perçoit autre chose. Il voit que la dynamique de développement apportée par l'immigration commence à profiter à tout le monde. Les terres incultives deviennent productives, le commerce fleurit. Il entrevoit la possibilité pour ce territoire de faire vivre des millions de personnes, là où quelques centaines de milliers survivaient à peine. C'est là que réside toute la complexité, et peut-être une lueur d'espoir. Le choix entre l'affrontement et le développement, entre la destruction et la construction. Kessel a vu des gens qui, malgré leurs différences abyssales, étaient unis par un projet de construction, de vie. Et c'est une aspiration qui semble traverser le temps. Des études récentes montrent qu'une écrasante majorité des habitants de Gaza, par exemple, se disent plus intéressés par la croissance économique que par les grands conflits. Que la plupart des Israéliens ne sont pas opposés à la reconnaissance d'un État palestinien dans le cadre d'un accord global. L'aspiration à une vie meilleure, à la sécurité, à la prospérité, elle est universelle. Kessel était allé en Palestine pour voir et raconter, sans phare. Il a vu la naissance d'un peuple dans la douleur, les germes d'un conflit terrible, mais aussi une formidable pulsion de vie. Une pulsion de vie qui, malgré les décennies de haine et de guerre, est peut-être la seule force capable un jour de l'emporter. L'idée que construire un avenir est toujours plus puissant que de détruire un passé. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.